Je suis très étonné par ce thème d'intégration maîtrisée qui a été évoqué par l'intervenant. Pourquoi ? Parce que dans l'entreprise, je pense, la question ne se pose pas en ces termes, mais plutôt en termes de compétences. Et on ne doit pas se poser la question comment on va maîtriser l'intégration de la diversité de l'entreprise, mais bien à partir de quel élément on recrute. Et à partir de ce moment-là, quand on recrute une personne sur la compétence, on ne se posera pas le problème de sa culture, de sa couleur, de son origine ou de son sexe, voire de son handicap. Donc premier étonnement pour moi. Deuxième élément, il y a dans la compétence justement un trinôme qui est important et qui souvent peut être discriminant, c'est le mélange du savoir, du savoir-faire et du savoir-être. C'est ça qui construit la compétence. Et lorsque les entreprises recrutent, elles manquent bien souvent de process, et notamment dans la PME. Vous avez parlé tout à l'heure, j'y reviendrai, sur le problème du top management et des dirigeantes ou des femmes dans les grands groupes. Je pense que le cas de la PME est un petit peu atypique et particulier en ce sens. On voit que la difficulté de cette intégration de la diversité dans les entreprises, en termes de management, c'est que bien souvent, dans beaucoup d'entreprises, on n'a pas de DRH. Il n'y a pas de ressources humaines. Et ça va rebondir sur le thème suivant que je voulais aborder, c'est qu'à partir du moment où l'entreprise ne dispose pas de DRH, c'est souvent le dirigeant qui recrute. Et ça a été dit lors des interventions, on a une difficulté, je ne pense pas qu'on est nous seuls les Français ou seules les femmes, à recruter, puisque même des femmes chefs d'entreprise qui recrutent me le disent, on recrute forcément les gens qui nous ressemblent, même en termes de couleur. Une femme aura plutôt tendance à aller recruter une femme pour l'accompagner dans le développement de son entreprise, même à des postes stratégiques et un homme. Et on a besoin donc, et c'est difficile, mais l'effort est à faire pour tout le monde, de s'ouvrir, de développer l'ouverture à l'autre culture, à l'autre sexe. Et ce n'est pas quelque chose d'évident pour les chefs d'entreprise. Ce qui explique l'avenue par la loi, l'État qui vient et qui dise on mesure, avec notamment les enquêtes qui ont été menées de façon brillante, sur le fait que les entreprises discriminent. C'est un fait. Aujourd'hui, on ne peut pas dire c'est pas vrai, ça serait mentir. À partir de ce moment-là, quelles mesures, quelles procédures on met en œuvre pour pouvoir pallier ? J'ai entendu aussi que l'homme était un loup pour l'homme. Et ça m'a bien plu parce que je m'aperçois aujourd'hui, on peut en parler aussi avec la crise financière, on regardera un petit peu qui sont les traders, on aura peut-être du mal aussi à en trouver des femmes. Je pense que la femme est plus raisonnable. Et je pense que si l'homme est un loup pour l'homme, je pense que la femme est l'avenir de l'homme. Et on le verra dans l'évolution de notre société. Et là, je passe au deuxième thème sur le temps qui a été évoqué par mesdames. Je pense que le temps est un atout pour vous et que le temps vous servira. Et que le temps, quand on regarde l'histoire, et notamment à l'après-guerre, quand on a commencé à massifier le travail des femmes, ça a justement permis une évolution, une émancipation, la liberté sexuelle. Enfin, les femmes ont gagné difficilement par le combat. Rien que le droit de vote, il n'y a pas que si longtemps que ça, si on regarde en termes d'histoire de la France. Et je pense que le temps va jouer en votre faveur et en la faveur de toutes les personnes qui sont discriminées. Donc moi, j'ai confiance. J'ai confiance en ce que la femme fera pour l'évolution du monde. Et quand vous avez parlé des RSE en introduction, c'est bien ça qui se pose aux entreprises. C'est notre responsabilité sociale, sociétale. Sociale dans l'entreprise, c'est-à-dire l'intégration de la diversité. Sociétale, c'est-à-dire de regarder au niveau de nos bassins d'emploi quels sont les gens qui y sont et comment on les intègre. Il y a eu aujourd'hui beaucoup de propos introductifs sur les femmes, mais la diversité, elle touche aussi les handicapés, elle touche aussi les seniors, ça a été un petit peu introduit. Elle touche aussi des personnes malades, comme celle du sida. Travailler avec le SIDAction au centre des jeunes dirigeants, et c'est une catégorie de gens qui sont beaucoup discriminés de par leur maladie. On parle aussi de jeunes qui sortent du système scolaire sans qualification, 160 000 par an. On parle aussi des allocataires de minima sociaux, les RMistes. Et donc la discrimination aujourd'hui, elle est large. Et donc c'est bien un effet de société. La responsabilité sociétale des chefs d'entreprise doit être engagée. C'est ce que vise à faire la HALD. Sur la deuxième présentation sur les femmes, je voulais juste faire remarquer que c'est bien de l'avoir abordé sur le thème des entreprises, et notamment des grandes entreprises. Il aurait été aussi intéressant pour moi de le voir sous l'angle politique. On est ici au Sénat.
On peut parler de l'Assemblée nationale, avec les députés, les ministres. Je ne suis pas persuadé que nos politiques, nos administrations, les gens qui nous gouvernent, nous montrent l'exemple, clairement. Il n'y a qu'à regarder l'Assemblée nationale et son pourcentage de femmes, même si on voit que depuis quelques années, c'est quelque chose qui tente à s'améliorer, notamment dans le dernier gouvernement. Sur ce qui a été abordé, la personnalité des femmes, moi je pense qu'effectivement, on est fait différemment, quoi. On se complète peut-être, certainement, mais globalement, on n'est pas fait pareil. Et moi, je le vois notamment dans le terme, déjà les entreprises, les femmes qui sont en tête de grandes entreprises, même des PME, réussissent mieux que les hommes. Alors moi, je fais ce constat malheureux. C'est peut-être pour ça aussi qu'on ne veut pas qu'elles prennent notre place, parce que si elles réussissent mieux, on leur donnera peut-être la priorité demain. Donc on a peut-être une espèce de frustration personnelle. En tout cas, c'est comme ça que je le ressens. On voit que les femmes, dans la définition de leur objectif, notamment quand on travaille avec elles au centre des jeunes dirigeants sur des aspects stratégiques, elles visent des stratégies avec pour elles du sens, mais du sens plaisir, pas du sens rentabilité, alors que les hommes, et moi je prends souvent l'exemple quand je veux faire une course de cartes avec un de mes meilleurs amis, l'objectif pour moi c'est de le doubler, le foutre dans le talus et d'arriver le premier. Alors que si c'est plutôt, même s'il ne faut pas tout généraliser, mais on verra que quand on met des femmes pour faire une course de cartes, même si forcément si c'est une compétition, elles vont vouloir arriver les premières, c'est le plaisir qu'elles prendront à participer à la manifestation. Donc globalement, à partir du moment où on est fait différemment dans ce qui avait été précisé, il faut prendre ça comme élément et comme constat. Vous avez parlé des réseaux, je retiens et je note que les femmes doivent faire du golf, dans ce que vous avez dit, puisque c'est effectivement là peut-être qu'on pourra les rencontrer. Moi, j'en fais pas, mais je vais peut-être m'y mettre si les femmes en font. Et il y a deux voies qui ont été données qui me semblent importantes. C'est le voie de la création d'entreprises. Et là, il faut parler aussi de la féminisation des filières de formation professionnelle. Et on pourra regarder les écoles supérieures de commerce qui sont peut-être aujourd'hui un peu trop masculines, même si on voit bien que les formations, c'est assez... Comment ? En école supérieure de commerce ? Oui, oui. Pardon, voilà. Voilà, les MBA, pardon, excusez-moi. Enfin, ceux qui mènent à la création d'entreprise, puisque le SC, il ne conduit pas forcément. Mais donc ça, c'est la première voie, la création d'entreprise. Je pense que c'est une voie importante. Et la deuxième, c'est peut-être aussi la démographie de la France, qui fait que d'ici à 2015, 37% de nos cadres dirigeants vont partir en retraite et qui sont à remplacer. Il y a peut-être, par ce biais, une voie pour féminiser un petit peu les directions de nos entreprises. En tout cas, ça pourrait être une piste supplémentaire. Sur la troisième intervention, mon étonnement, c'est sur la différence qui est faite entre la France et l'Angleterre, sur d'un côté un aspect plus diversité, de l'autre égalité, fondamentale dans la façon dont ils ont abordé dès les années 70, alors que globalement, pour moi, c'est quelque chose qui est fusionné, c'est-à-dire que le tout est dans le tout, c'est-à-dire que c'est la diversité qui concourt à faire de l'égalité, et c'est pas en l'abordant que d'un sens ou dans l'autre qu'on peut forcément résoudre le problème. Hein. J'entends bien, hein, mais voilà, juste pour moi, c'est plutôt l'axe faire de la diversité est une performance, est une ressource pour l'entreprise, concourt à la performance globale de l'entreprise. À partir de ce moment-là, quand on fait de la diversité, on devient plus égalitaire. Mais ça, voilà, possible. Voilà, c'est le constat que... Mais donc voilà, la différence aujourd'hui pour moi m'a étonné. Et puis effectivement sur le constat qui a été fait sur femmes et immigrés, et après un troisième élément a été rajouté, c'est celui de la personne seule qui élève ses enfants. Effectivement, quand on cumule, on peut noter ça, hein, mais c'est pareil pour les handicapés petits, gros et noirs, comme disait Coluche. Il y en a pour qui ce sera beaucoup plus dur. Effectivement, quand on cumule les handicaps, et c'est pareil un peu partout dans nos sociétés, ça devient plus difficile. Quand on parlait de création d'entreprise, effectivement, c'est pareil. Hein. Pour celles qui auraient envie de créer son entreprise et qui seraient malheureusement pas fortement diplômées, autodidactes, on s'aperçoit que le chemin est beaucoup plus compliqué parce qu'il y a des handicaps supplémentaires.
Dernier élément sur ce qui a été dit, c'est sur, je pense, le problème par nos gouvernements de vouloir résoudre la discrimination uniquement par la loi. Alors on le sait, le français est comme ça, le français ne marche que quand on lui tape dessus. Il n'y a qu'à prendre les radars automatiques, qui est quelque chose qui nous concerne tous au quotidien. Il n'y a qu'à mettre des radars automatiques pour sauver 4000 vies. C'est-à-dire, avant, on n'était pas capable de prendre conscience qu'il fallait lever le pied pour sauver des vies. Et sur la HALD, et maintenant la loi qui va avec, sur la lutte contre les discriminations et l'égalité des chances, on voit bien qu'on vient condamner les entreprises devant un tribunal pour dire vous discriminez, c'est illégal. Et les entreprises n'y vont que comme ça. Et ça, je pense que c'est un peu propre à nos pays. On n'a pas eu d'éclairage sur éventuellement ce que font d'autres pays européens en la matière, mais je trouve que c'est un petit peu particulier. C'est peut-être dû à la culture des Français. Par contre, ce qu'on peut remarquer, et vous avez parlé tout à l'heure de la charte de la diversité et du label diversité de la NDRH, c'est que quand les entreprises s'impliquent, la charte de la diversité est issue de l'IMS, l'Institut de mécénat de la solidarité, par Claude Bébéard, le président d'AXA, qui a mis en œuvre aujourd'hui 1800 signataires, effectivement, parce que le CJD est un partenaire de l'IMS. Quand on met les entreprises au cœur d'actions comme la charte de la diversité, qui ne reste qu'une sensibilisation, parce que la difficulté que je vois aujourd'hui sur cette charte de la diversité, c'est qu'elle n'est qu'un engagement sur le papier, mais que derrière, il n'y a pas de contrôle, et qu'aujourd'hui, elle se limite qu'à un engagement et un effet de façade, notamment des grandes entreprises, et qu'il est temps maintenant de passer à l'action si on veut intégrer réellement la diversité pour pouvoir la manager, puisque c'était un petit peu le terme de l'objectif, c'était comment manager la diversité, et notamment par l'intégration. Moi, je pense que si on veut arriver réellement à un management de la diversité, il faut que ça soit intégré dans la stratégie de l'entreprise, au plus haut niveau de l'entreprise, et que ça se décline à tout niveau des strates managériales, mais par la formation et l'information à tout niveau, de façon à ce que ça puisse fonctionner. Voilà un petit peu mon retour.